Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Et c'est la dernière de la semaine avec cette triste nouvelle que l'on vient d'apprendre. Effectivement, Gilles Gansman, bonjour. Bonjour. Triste nouvelle, effectivement, une part de ce qu'on disait avec notre invité Géraldine Maillet. Bonjour. Bonjour. La mort de Michel Blanc, on va en parler. C'est une partie de notre insouciance, vous disiez. Oui, c'est ça, absolument. Et en même temps, il a marqué toute une génération, la nôtre. Mais moi, je vois que tous mes enfants et mes adolescents connaissent tous les films par cœur. Et c'est rare aussi, sort de traverser de toutes les époques. Les jeunes connaissent les films de Michel Blanc. Ouais. Est-ce lorsqu'on a une notoriété, on s'imagine comment on parlerait de notre mort à la télévision? Est-ce que vous êtes déjà dit, si jamais je disparaissais subitement, qu'est-ce qu'on dirait à Touche pas à mon poste? Gilles, vous avez vraiment le don pour mettre vraiment du beau au cœur. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire quand une personnalité part qui est sur toutes les antennes comme ça. Ça n'a rien à voir. Michel Blanc, c'est une star incroyable. Nous, on est de petits gens de télé éphémères. Donc voilà, on peut pas comparer l'incomparable. Mais moi, je suis très noire et je suis très là-dessus. Je suis très implacable. Je pense que ça ferait même pas un entrefilet. Et Michel Blanc, pour vous, c'est Les Bronzés font du ski ou c'est autre chose? Parce qu'il a eu du mal à sortir de ses rôles, finalement. Non, mais c'est Monsieur Hir, c'est Gilles, dites-nous, c'est quoi pour vous Michel Blanc? Ah, Michel Blanc, pour moi, c'est un optimisme désespéré. Exactement. Voilà c'est du champagne festif et désespéré à la fois. Exactement. Je pense que derrière, il y a quelqu'un qui marche à l'ombre. Je trouve que c'était un joli titre. Et je pense que il a fait des rôles un peu comiques parce qu'il était dans une bande, mais que c'était quelqu'un de beaucoup plus profond. Un pessimiste joyeux. Exactement, d'un optimisme désespéré. Alors, Géraldine Maillet, vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous signez ce livre, on va en parler, La Minuscule, aux éditions HarperCollins, l'histoire de votre mamie, votre grand-mère, Téti, qui a été victime d'un AVC. Vous racontez tout ce qui s'est passé de l'instant où vous la voyez s'écrouler jusqu'à ce qu'elle aille, entre guillemets, un peu mieux. En tous les cas, tout ce parcours que vous avez vécu à ses côtés avec l'AVC, on va y revenir dans un instant. Et puis on découvre qu'elle a Alzheimer, en fait. Oui, parce qu'il n'y avait jamais eu de signe avant. Absolument. En fait, c'est la double peine. C'est-à-dire que non seulement elle fait un AVC, et derrière, on découvre qu'elle a Alzheimer. Exactement. Ouais. On va raconter ça ensemble. Ouais. Allez, c'est l'heure du zapping, évidemment, sur Sud Radio. Sud Radio Média, l'instant zapping. On vient d'en parler, c'est le genre de personne qu'on croit immortel, tellement il fait partie de notre famille, de nos souvenirs. C'est donc Paris Match qui ce matin annonce la mort de Michel Blanc, mort cette nuit à l'hôpital à l'âge de 72 ans. Alors le théâtre avait été sa bouée de sauvetage de sa timidité. Il le racontait dans une interview. Moi, je ne sais pas faire rire comme De Funès. Je ne sais pas faire rire comme Danny Boone. C'est pas ce talent-là. Donc, je fais rire quand je fais rire. Plutôt avec du dialogue et plutôt en cherchant la sincérité presque dramatique à un moment où ça tombe mal et où ça fait rire. Donc. L'envie de faire rire, malgré ou à cause d'une timidité maladive, Michel Blanc l'a eu telle une révélation en classe à l'âge de 8 ans. J'étais en cours de français et on étudiait Molière et évidemment notre prof nous demandait de jouer des scénettes. J'ai senti ma main se lever, mais en même temps, en me disant, pourvu qu'ils ne me choisissent pas, mais en même temps la main se levait, enfin vous voyez, bon. Et puis évidemment il m'a choisi. J'avais les mains comme ça qui tenaient le truc, et d'un seul coup, j'ai vu que ce que je faisait marrer mes copains, et je me suis senti bien comme jamais. C'est-à-dire que j'ai eu la certitude, je me suis dit, il faut que tu fasses ce métier parce qu'il y a que là où tu te sens vraiment bien. C'est souvent ça, c'est souvent des gens timides, les gens connus. J'avais parlé avec Philippe Noiret, que je connaissais un petit peu par ailleurs, et déjà, il me disait qu'en fait, d'abord, il ne supportait pas de se voir, par exemple, à l'écran. Il n'avait jamais regardé aucun de ses films, aucune de ses prestations. C'était vraiment insupportable pour lui. Et en fait, il était terrorisé dans la sphère publique. Et dès qu'il arrivait sur scène, ou dès qu'il y avait un moteur demandé action, à ce moment-là, voilà, il s'oubliait. Il était une autre personne. Il incarnait un personnage. Et c'est vrai que cette dualité, moi, je trouvais fascinante. Est-ce que vous l'aviez rencontré ou il était jamais venu? Vous l'avez jamais rencontré? Michel Blanc, je pense qu'il est venu une fois dans TPMP, il me semble, mais je peux me tromper. Mais en tout cas, je l'avais croisé une ou deux fois dans des restaurants. Et c'était plutôt un homme très élégant,
un peu taiseux, un peu timide, un peu discret. Et voilà, je trouvais qu'il avait une sorte d'aura naturelle. Alors évidemment, il est indissociable. Michel Blanc est indissociable de la troupe du Splendide. Hein. D'ailleurs, Gérard Jugnot a réagi sur Instagram en disant « Putain Michel, qu'est-ce que tu nous as fait ?» Alors évidemment, on pense à Jean-Claude Duss, son personnage des Bronzés, mais aussi au Père Noël est une ordure. Alors il n'apparaissait pas dans le film, mais il était présent grâce à sa voix et à cette fameuse séquence. Allô ? Oui, joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël. Je vous appelle parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Eh bien, monsieur, c'est une très belle preuve de courage que vous nous donnez là, et je vous passe ma collaboratrice. Joyeux Noël, monsieur. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets, Thérèse, Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. Je parle pas en pénère, passe-moi la gouille. Et oui, la voix de Michel Blanc dans Le Père Noël est une ordure. Bon, je vais vous rappeler le travail, je vais vous rappeler le boulot, la maison, Géraldine Maillet. Je vais vous parler football, ça vous fait plaisir ? Avec plaisir. On ne parle jamais football. Bon, il faut rappeler que Daniel Riolo est votre compagnon. Vous avez vu que j'ai eu la délicatesse de ne pas faire l'inverse, de dire vous êtes la compagne de Daniel. C'est tout, vous, votre délicatesse. Riolo. Voilà, j'espère que vous appréciez. C'est Daniel Riolo qui est votre compagnon. Hier, c'est à vous recevoir Olivier Létang, le président du LOSC, qui rêvait, qui a évidemment parlé de l'exploit de battre Real de Madrid et d'éliminer le Real de Madrid de la compétition. Ils ne sont pas éliminés, hein, si je puis me permettre. Ah, ils ne sont pas éliminés ? Non, c'est un match de poule. C'est un match de. Enfin, il y a 8 rencontres. Donc si c'est une victoire, vous marquez 3 points. Il n'y a pas de match retour, c'est ça ? Non, il n'y a pas de match retour. C'est une nouvelle compétition, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne. Vous viendrez à la maison, Gilles, pour faire des tutos. Oui, et puis je vois que c'est 2 femmes qui m'apprennent le football. On est vraiment dans une nouvelle époque et d'éliminer. Donc voilà. Et le seul regret qu'a le président du LOSC, c'est que les frères Mbappé ne se soient pas affrontés. C'était dans cet avou hier. Les 2 frères que je connais bien sont très 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 fusionnels. Et c'est vrai qu'on avait tous finalement un rêve quand on s'est qualifié pour les phases finales de la Champions League. C'était un Lille-Real Madrid. Et on était très heureux aussi. La petite histoire dans la grande histoire, c'est que les 2 frères se rencontrent et Ethan était très triste samedi quand il s'est blessé. Mais vous avez vu qu'il a vite retrouvé le sourire. Comment on vit avec un passionné de football ? Vous l'êtes aussi ? Oui, moi j'ai toujours adoré le foot. J'ai mon grand-père qui était fan de foot et qui m'a élevé, et donc il m'avait transmis cette passion-là. Et tous les sports d'ailleurs, j'adore le tennis aussi. J'ai écrit des bouquins sur le tennis, des articles de tennis. J'ai écrit aussi des biographies de joueurs de foot comme Adil Rami. Donc j'ai toujours été passionnée. Donc voilà, on a cette même passion. Bon, et lui, effectivement, pour moi, c'est le plus grand journaliste de sport de France et peut-être même du monde. Mais en tout cas. Voilà, vous avez dû vous régaler en famille pendant les JO, il y avait de quoi ? Les JO, c'est pas très foot. Les JO, c'est sport. Enfin, oui, les JO. Oui. Alors là, on était en intraveineuse. Vous avez raison. Ouais. On regardait 24 heures sur 24 la compétition. C'était l'effervescence. C'était extraordinaire. Absolument. Alors, c'est vrai qu'il est sur une radio concurrente où évidemment on voit tout son talent, même si parfois il s'emballe et est contesté par les éditeurs. Mais aujourd'hui, on est tout le temps contesté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il regarde un match de foot à la maison chez vous, il est comment, Daniel Riolo ? Est-ce qu'il hurle ? Est-ce que il est invective ou il est tranquille Très tranquille, très posé, très concentré. Après, moi, vous savez, je travaille souvent quand il y a des matchs parce que souvent j'arrive à pratiquement c'est une mi-temps par exemple de match. Donc non, il est très tranquille, il est très serein, il garde son énergie et son adrénaline pour l'antenne. Et vous avez le droit de dire votre avis sur un match, le niveau d'un joueur. Il vous dit pas non, tu connais, tu comprends rien. Jamais de la vie, non. Il m'écoute. Si ça se trouve, il utilise même mes arguments, on ne sait pas. Hier sur TF1, alors ça a été incroyable cette histoire. TF1 a fait un communiqué de presse. Pour nos auditeurs, ça veut dire que tous les journalistes ont été alertés qu'il y aurait une bande-annonce. Alors c'est la première fois qu'on reçoit un communiqué de presse pour une bande-annonce. Et cette bande-annonce, elle a été diffusée à 21h en prime time, dans laquelle Pierre Garnier, le gagnant précédent de la Starac, donc juste avant HPI, donc pour tout vous dire, audience et carton, il rallumait le château pour les nouveaux habitants qui vont arriver pour la prochaine session, qui démarre pas ce samedi, mais samedi prochain. Le moment approche. Dans quelques jours, ce château sera le vôtre.
et une nouvelle histoire s'écrira. Celle d'une nouvelle promotion prête à se surpasser et à donner le meilleur d'elle-même pour nous faire rêver. Ici, tout devient possible. Et c'est ici que tout a commencé pour moi. Bienvenue à la Star Academy. Vous l'avez rencontré, Pierre Garnier, j'imagine. Valérie, nous on l'a reçu ici, et Valérie, qui n'aime pas trop ce genre d'émission, a été fascinée par Pierre Garnier, qui dégage quelque chose d'incroyable. Alors moi, vraiment, la Star Academy, quand j'étais jeune, il y a 20 ans, c'est 20 ans la première fois. Ouais, absolument. Donc évidemment, je regardais, et je ne croyais pas forcément à la réinvention de ce concept à la télévision, qui était un peu, pour moi, éculé. Et je dois dire que ça a fonctionné. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi, avec un casting très bienveillant, très feel good, avec des gens, je sais pas, très très charismatiques et en même temps talentueux et tout ça. Et TF1 est en train de feuilletonner le truc, éditorialiser la Starac de manière incroyable, avec les candidats qui sont au journal de 13h, à qui on annonce qu'ils vont participer à la Starac, et ce Pierre Garnier qui a un talent fou, enfin qui déjà était chanteur et tout ça, qui a un grain de voix, et je trouve que ça marche bien. Et j'étais très étonnée parce que je parle souvent de mes ados, parce que je trouve que les ados sont aussi ont un regard aussi sur le monde et sur la télé d'aujourd'hui, même s'ils la regardent beaucoup moins. Je dois dire qu'ils ont beaucoup aimé aussi la Starac. Ça a pris sur eux, alors que je pensais qu'ils allaient trouver ça complètement ringard. Ils les laisseraient faire, vous laisserez faire vos ados la Starac, si vous le disiez? Alors, ils chantent tous comme des pieds, donc non, surtout pas, non. Ils jouent au pour le bien du programme, non plus. Alors, c'est quoi leur talent? Ils en ont plein, mais on ne sait pas encore. Il faudrait faire une Starac des écrivains. Ça serait drôle. Pourquoi pas. Avec vous écrivez un bouquin. Un atelier. Et puis donc rappelons Valérie Christine. Elle revient lundi. Je sais qu'elle vous manque, mais je vais laisser la place. Christine, vous savez très bien que je vous aime beaucoup. Et puis rappelons cette triste nouvelle, donc la mort de Michel Blanc, qui dans les années 85 avait sorti une chanson parodique et humoristique sur les crooners, écrite par à l'époque Gérard Presgurvic et avec les arrangements de Manu Katché. Alors on est en 1985 et il est le mec plus ultra. Je suis le mec plus ultra. Toutes les filles sont dingues de moi. Je viens boire un verre en passant. Je repars après les croissants. Méchant. Je suis le mec plus ultra. J'ai le petit élastique là. Premier dans tous les sondages. J'y peux rien, je fais des ravages. Sauvage, c'est lui les couleurs du jambon beurre. Voilà, on aurait pu laisser encore un peu. Alors on laisse, on écoute. Le Sumatra du bar tabac. Le sexe symbole des cours d'école. Je plais, y'a rien à faire. Comme des symboles. Est-ce que ça serait si j'avais les cheveux de mon père? Je suis le meilleur. Voilà, il n'a pas eu de César, jamais récompensé, non, toujours nominé. Nominé, mais jamais récompensé, parce que aussi c'était une époque où... Il fait partie du César qui a été donné aux bronzés. Oui, mais c'est des Césars d'honneur. Ce que je veux dire, c'est que jamais... Enfin, il fait partie de cette génération... dans le cinéma d'humour, où on regardait ça de très très loin, ce cinéma, on va dire très populaire, Géraldine Maillet, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était du populaire, et on ne récompensait pas cette catégorie-là. C'est bien dommage. Oui, c'est parce que c'est très difficile. Un petit mépris, une petite condescendance. Et en plus, lui, il a fait du comique, mais après, il a en plus basculé avec Guillet. Il a fait des films cultes, franchement. Oui, avec Depardieu. Et même en tant que réalisateur, je trouve, il y a plein de choses dans sa carrière, mais je pense qu'il faut revoir tous ces films. Et puis la trilogie en tant que réalisateur aussi. Qui était assez incroyable. Vous avez compris le jeu de mots, le mec plus ultra? Mais oui. Vous avez compris quoi? Bah oui. Le mec plus ultra. Oui. Le mec. Oui. Mais quand même. Non mais j'ai quand même quelques références, mon cher Gilles. Mais tout va bien. Allez, on continue dans un instant. On s'arrête, mais dans un instant, on va continuer notre discussion avec Géraldine Maillet, qui est notre invitée ce matin dans l'émission Média sur Sud Radio. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. Notre invitée, la journaliste, la romancière, la chroniqueuse télé Géraldine Maillet, vous signez donc ce livre chez HarperCollins, Ma minuscule. C'est l'histoire de ce moment où votre grand-mère, Mamie Téti, s'écroule à table, un déjeuner du dimanche, comme il y en a tant d'autres dans toutes les familles, et elle est victime d'un AVC. Donc vous avez décidé de raconter de cet instant où vous la voyez s'écrouler et ces minutes qui s'égrènent. 10 minutes, les pompiers mettent à arriver, ce qui est pas très long finalement dans l'échelle en fait des secours d'urgence, mais pour vous c'est une éternité.
Et il se passe beaucoup de choses pendant ces 10 minutes. Oui, c'est vrai que c'est 10 minutes où tout bascule en fait. Donc c'est ma grand-mère, elle est en face de moi et évidemment je vois qu'elle a les yeux qui se ferment, la tête qui part en arrière, le visage qui dégouline d'un côté. Donc oui, très vite je me dis que c'est très grave et que elle est âgée et que c'est aussi dans l'ordre des choses. Mais malgré tout, voilà, j'ai une sorte de responsabilité et je veux absolument la sauver, je veux qu'on la sauve, donc j'appelle les pompiers. Une dame absolument charmante au bout du fil me dit ce qu'il faut faire, les premiers gestes et tout ça. Et elle me dit, les pompiers arrivent. Les pompiers arrivent, vite, quand, comment, dans 10 minutes. Et ces 10 minutes, effectivement, c'est, comme vous l'avez dit, le champ des possibles. Pendant ces 10 minutes, je me dis, si elle meurt dans mes bras, comment je vais m'en remettre? Si elle devient une sorte de légume complètement avec grabataire, avec des séquelles irréversibles, si elle meurt dans ce salon où on va tous les dimanches, le traumatisme aussi pour tout le monde. En fait, je me sentais à la fois très très responsable d'elle. Je voulais la sauver, mais à quel prix? Et surtout, j'entendais partout une petite musique dans ma tête qui me disait: mais en fait, les pompiers, quand ils vont la voir, une petite femme de 93 ans, ils vont en faire quoi? Est-ce qu'ils vont la sauver? Est-ce que ça va être une priorité par rapport à ce qu'on nous dit à longueur de journée, dans les médias, à la radio, à la télévision, que les urgences sont pleines, sont saturées, que les gens meurent dans les couloirs? Voilà, tout ça c'est percuté dans ma tête. Et vous l'auriez compris si on avait dit on a d'autres, parce que vous racontez un moment, donc vous arrivez à l'hôpital, là il y a à la fois plein de gens qui ont fait des AVC, qui sont là, qui sont plus jeunes que votre grand-mère, et puis on va lui donner une pièce, elle va pouvoir aller dans une chambre, et là vous vous posez la question dans le livre, pourquoi il sauve ma grand-mère alors qu'il y a des gens encore plus jeunes? Est-ce que vous auriez compris qu'on vous dise voilà, qu'on priorise en fonction de l'âge? J'aurais pas trouvé ça scandaleux. Mais évidemment, j'aurais trouvé ça en même temps scandaleux. C'est-à-dire que je comprends que ma grand-mère est très 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 âgée et que c'est dans l'ordre des choses. Mais quand vous aimez les gens, vous voulez les sauver coûte que coûte. Il y a une sorte de feu en vous qui s'anime et qui dit non, c'est injuste, non, je veux pas comme ça, pas maintenant, dans de bonnes conditions, sans souffrir. Tout ça, on y pense dans ces 10 secondes en 10 secondes. Mais quand elle part à Corbeil-Essonnes, dans le couloir comme ça, où les pompiers l'embarquent pour faire une IRM et une thrombolyse, et donc c'est une sorte de coupe-fil tout de suite. Donc elle passe pas par la case urgence, mais tout de suite on va lui traiter cet AVC. En fait, je me dis, waouh, ça se passe comme ça alors, ça se passe pas vraiment comme on me dit tout le temps que ça se passe. Et en fait là, j'ai un déclencheur et je me dis, ok, je vais l'accompagner. On va être soldat puisqu'elle ne peut plus se battre. Elle est complètement impuissante et démunie. Donc, je vais me battre à ses côtés. On va être forts ensemble. Vous lui avez parlé à ce moment-là? Dans ces moments-là, vous lui avez parlé? Oui, je n'ai pas arrêté de lui parler. Elle était complètement dans le potage. Elle était complètement ailleurs. Je ne sais pas où elle était. D'ailleurs, elle ne se souvient plus de rien. Elle ne sait même pas qu'elle a eu un AVC. Voilà. Mais je lui ai parlé. Je lui ai dit que je l'aimais. J'ai dit que j'avais besoin d'elle. Évidemment que je l'ai accompagnée. Je lui ai tenu la main. J'ai dit des choses à la fois futiles, dérisoires. J'ai même, je crois, essayé de la faire rire parce qu'on avait mangé des lasagnes. J'ai dit, t'as mangé trop de lasagnes. Enfin voilà, elles étaient pas bonnes aujourd'hui, tout ça. Donc j'ai été une sorte de bordel absolu dans tout ce que je lui ai dit. Ça partait dans tous les sens parce que j'étais moi-même un peu en panique et un peu démunie. Et après, quand elle est arrivée à l'hôpital de Corbeil-Essonnes, près de Ris-Orangis, où j'étais, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont en faire en fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce petit truc-là? Et tout de suite, 45 minutes après, elle était aux soins intensifs, hospitalisée pendant 2 jours et on l'a sauvée. Est-ce qu'elle vous avait évoqué avec vous, avant cet AVC, sur l'acharnement thérapeutique? Si jamais il y avait eu besoin, est-ce elle vous en avait parlé ou parlé à quelqu'un de la famille pour dire voilà ce que je veux ou ce que je ne veux pas? Alors, vous savez, depuis que j'ai écrit ce livre et depuis que les gens le lisent, en fait, ce qui est beau dans ce livre, et c'est pour ça que j'ai aussi voulu le faire, c'est le côté universel. C'est-à-dire que c'est mon histoire, c'est notre histoire intime, une histoire d'une famille ordinaire, et en même temps, c'est l'histoire de tout le monde. Parce qu'on a tous des oncles, des tantes, des pères, des mères, des grands-parents qui sont confrontés à la maladie, au grand âge, et comme la population vieillit, forcément, comment on est un vieux aujourd'hui en France, qu'est-ce qui est acceptable et pas acceptable. Et ma grand-mère, très vite, elle avait réglé par exemple le problème de ses obsèques, puisque son mari est mort quand elle avait 55 ans. Elle a été totalement aussi démunie par ce truc-là, parce qu'il a fallu payer, organiser, il n'avait absolument rien prévu. Et donc elle s'est retrouvée dans une certaine précarité pour l'organisation de ses obsèques. Et elle m'avait dit, et elle avait dit à ses enfants, écoutez, moi ça ne sera pas... Ce sera pas comme ça. Je paye tout maintenant.
à 55 ans. Je paye tout, j'organise tout. Et on avait tous à la maison la convention obsèques avec le numéro à appeler et tout était réglé, le caveau à côté de mon grand-père et tout ça. Donc c'était quelque chose qu'elle avait déjà, verbalisé et analysé. Et quand elle regardait des gens dans la rue passer, des gens mal en point, des vieux un peu tordus, elle me disait « Ah, jamais, moi, je ne terminerai comme ça. » Sauf qu'aujourd'hui, elle est comme ça, mais elle n'a évidemment pas conscience de ça. Moi, c'est ça qui est fou dans la maladie. Moi, je voulais vous parler de la haine des gens que vous subissez à la fois dans Touche pas à mon poste, mais également... C'est assez hallucinant parce que vous avez donné une interview sur une autre radio, Pascal Praud, pour ne pas la citer, et j'ai été voir les commentaires. Et dans les commentaires, il y a que de la haine. Ouais, vous avez été voir les commentaires. Non, moi je regarde plus les commentaires depuis des années. Comment vous faites pour que ça vous atteigne pas? Mais parce que ça m'intéresse pas, parce que c'est pas la vraie vie. Non, mais qu'est-ce que vous dites là aujourd'hui sur Sud Radio à tous ceux qui vont écrire en disant des méchancetés sur vous, sur ce que vous dites? Je peux vous en citer deux. La première, c'était est-ce que sa grand-mère avait le Covid? Sous-entendu, est-ce qu'elle a été vaccinée Est-ce qu'elle a été vaccinée? Sous-entendu, elle a fait un AVC parce que elle était vaccinée. À 93 ans, oui, bien sûr. Oui. Et ensuite, c'est ça? Alors, il y a eu ça, et il y a eu ça m'étonne pas d'elle qu'elle fasse de l'argent sur le décès de sa grand-mère. Vraiment, elle est prête vivante, à tout. Ma grand-mère. Oui, sur l'AVC de votre grand-mère. Franchement, je vous assure, en fait, pour moi, ces commentaires de rageux, de haters, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est nous aujourd'hui qui parlons ensemble, c'est ma famille, ce sont mes amis, c'est des moments partagés de vie, de convivialité. Pour moi, les commentaires, c'est une sorte de bulle nébuleuse, une sorte de caniveau de la pensée, c'est rien en fait, c'est du vent, c'est une bulle spéculative qui ne m'intéresse pas, qui est totalement chronophage pour ceux qui la regardent. Et voilà, vous n'avez jamais pensé porter plainte? Il y a de plus en plus maintenant de personnalités qui disent... Moi je trouve ça très bien de porter plainte. Qui disent, je félicite les gens qui portent plainte. Je ne supporte plus. J'ai porté plainte une fois. Ouais. Une fois, j'ai porté plainte. Sur un commentaire qui était... Sur un post qui était complètement, on va dire, diffamatoire et faux. Mais la justice est très longue, mais j'ai quand même porté plainte. Ça n'a pas encore été jugé? Non, pas encore. Mais encore une fois, je vous assure, ça ne m'atteint pas. C'est-à-dire que je ne regarde pas. Je le découvre maintenant que vous me le dites. Je ne regarde pas, je trace. L'indifférence, quoi, pour vous. Mais vraiment, c'est quelque chose qui n'existe pas. Encore une fois... Tant pis, je veux dire, si ça calme, si ça soulage les gens d'écrire ça. Et votre entourage pour eux qui lit ça? Et votre entourage qui ne regarde pas plus. Mon compagnon, nous en parlions tout à l'heure, il se prend aussi parfois des torrents de haine quand il critique un joueur ou quand il fait un mauvais commentaire sur un match. Franchement, c'est le cadet de ses soucis. Comment vous expliquez qu'on ne comprend plus, on n'accepte plus des gens qui ne sont pas d'accord avec nous? Par exemple, évidemment, vous avez pris des torrents de haine au moment de la vaccination et de vos affrontements. D'ailleurs, vous avez eu le professeur Raoult qui a été particulièrement indélicat avec vous. Comment vous comprenez l'époque où on vit? Bon, on donne la parole à tout le monde, donc forcément, il y a une sorte d'horizontalité des avis, des opinions, du savoir. Encore une fois, moi je trouve que c'est très bien que tout le monde s'exprime, mais encore une fois, on peut s'exprimer sans menacer, insulter, menacer de mort, intimider. Voilà, on peut être aussi dans le respect. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous me dites, c'est qu'en fait, moi, dans ma vie, je n'ai jamais croisé personne qui m'a dit ça. Je croise du monde. Quand je suis allée aux urgences, dans les hôpitaux et tout ça, d'abord les gens me reconnaissaient pas parce que les gens s'en foutent, et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais pour le peu qui me reconnaissaient, en fait, les brancardiers, les aides-soignants, les infirmiers, ils m'ont tous dit merci. Ils ont tous été gentils. Et quand il y en a qui sont pas d'accord avec moi, c'est très bien, on en parle, mais on plaisante, on sourit, et après on prend un café à la machine à café avant de retourner voir ma grand-mère. Vous allez à la machine à café avec Division? Bon, je pourrais très bien aller à la machine à café avec Maître Divisio. Il accepterait? Mais je suis sûre qu'il accepterait. Après, non, parce qu'il est italien et moi, j'aime beaucoup le très bon café. À la machine à café, il est particulièrement dégueulasse. Donc éventuellement, je lui ferai un bon café comme je sais les faire dans une vraie cafetière italienne. Donc les séquences, c'est du spectacle, ouais. C'est exactement pas du tout. Mais encore une fois, je vous assure qu'il y a... Hier soir, c'était violent. C'est parce qu'en fait, je dis ce que je pense et il répond ce qu'il pense et on n'est pas d'accord. Moi, je suis toujours sincère. Je suis pas du tout comédienne. Je suis une très mauvaise comédienne. Quand j'étais mannequin, j'ai fait j'ai fait des castings et j'ai fait des essais pour jouer dans des films. Hier soir, il est sorti de ses gonds. Je suis pour rien si je l'ai fait sortir de ses gonds.
Pourquoi il est sorti de ses gonds? C'est lui l'avocat, c'est lui qui s'est plaidé. Moi, je suis juste une simple chroniqueuse. Là, il n'a pas à sortir de ses gonds. C'était sur la séquence de Didier Raoult et qui il a qu'à mettre lui. Mais encore une fois, je vous assure, moi, ce qui m'importe, c'est que moi, la vraie vie, c'est ma grand-mère, c'est ma mère, c'est ma fille, c'est ce que je raconte dans le livre. Et dans les gens que j'ai croisés pendant cette année et demie, j'ai pas vu des haters. C'est pas ça. Allez, on fait une pause dans cette émission. On est en compagnie de Géraldine Maillet pour son livre Ma minuscule aux éditions HarperCollins. On continue sur Sud Radio pour l'émission Média. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. On est en compagnie de Géraldine Maillet pour son livre Ma minuscule aux éditions HarperCollins. Ce moment, vous racontez avec tendresse cette mamie Téti qui a donc été victime d'un AVC et comment tout s'enchaîne derrière. Dans ce livre, je voudrais juste qu'on souligne que vous faites le portrait de toutes les personnes de tous âges victimes d'un AVC, en sachant que la population française ne sait pas réagir, ne sait pas prévenir un accident vasculaire cérébral. Il y a des signes avant-coureurs, des fois on les voit pas. On sait pas. Si. Vous êtes en train de paniquer, Gilles. Oui, je vais avoir tous les signes cet après-midi et ce week-end. Bon, alors on n'a pas envie de savoir. Oui, il y a 150 000 AVC en France par an. Je crois qu'il y a la journée mondiale de l'AVC qui est en fin octobre. Donc, mais c'est vrai que la prise en charge, c'est ça. La prise en charge immédiate, exactement, le plus rapidement possible. Ah oui, vous parlez d'un produit qui ne font qu'à partir de 6 heures. Ah oui, c'est ça. C'est la thrombolyse, oui, c'est dans les 6 heures, c'est ça. En fait, il faut le faire très très vite pour éviter que le caillot en fait se balade et fasse plus de dégâts ou de dommages. Et surtout, il faut être en observation les 48 heures, les 48 heures qui ont suivi le premier AVC, parce qu'il y a souvent un risque de récidive. Voilà. Et oui, et puis finalement, l'AVC a été pour moi, dans le livre, une sorte de déclencheur, parce que ma grand-mère vivait seule, elle était en autonomie et tout ça, mais on s'est dit que voilà, on l'a diagnostiquée aussi Alzheimer. Et c'est pour ça que c'est une réflexion, vous l'avez dit, sur le temps qui passe, comment on est vieux aujourd'hui en France, comment on vieillit seul, accompagné. On gère bien nos vieux. Parce qu'il y a beaucoup de scandales autour de la gestion des personnes âgées. C'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire ce bouquin. C'est parce que moi, j'étais évidemment traumatisée par le livre Les Fossoyeurs. Sur les EHPAD. Sur les EHPAD, l'or blanc des EHPAD de maltraitance. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire des portraits de soignants dans ce livre, tous les invisibles de ma grand-mère qu'elle ne voyait pas parce qu'elle était trop malade, elle était trop fragile, elle était trop ailleurs, elle était trop dans son monde. J'ai voulu faire des portraits de gens passionnés, bienveillants, résilients. La directrice de l'EHPAD où est ma grand-mère, une femme extraordinaire. En fait, j'ai vu le contraire de ce que aussi on nous raconte. Et je ne dis pas que ce qu'on nous raconte est faux. Pas du tout. Ça existe. La maltraitance, les gens qui meurent aux urgences. Je ne crois pas que ce soit des manques de moyens. Je pense que c'est plus des manques de comment on utilise l'argent qu'on a, parce que je pense qu'il y a de la gabegie. Mais voilà, mais j'ai vu des gens, personne ne s'est plaint, personne m'a dit je gagne pas assez. Tout le monde m'a dit ouais, en fait, ok, c'est dur, mais on tient la baraque, on fait comme on peut, mais on essaie de faire au maximum. Vous êtes en train de me dire que le bonheur ne fait pas d'audience, que dans les médias on ne parle pas des choses belles ou des gens qui sont beaux pas dans le sens physique, hein, mais non, parce qui sont incroyables. Je pense que les médias préfèrent les trains qui arrivent en retard, mais je pense que les médias sont aussi des lanceurs d'alerte et permettent aussi, quand les trains arrivent en retard de manière régulière et récurrente, de dire là il y a un problème. Donc les médias sont utiles et les médias sont utiles aussi pour parler de ça. Mais moi j'avais envie dans ce livre de prendre le contre-pied, de dire qu'il y a aussi des choses merveilleuses qui marchent. De la même manière qu'on a applaudi nos soignants, les soignants continuent malgré tout à faire le taf d'une manière extraordinaire. Mais vous diriez à Cyril Hanouna, j'aimerais bien recevoir 3 soignants, raconter ce qu'ils font et qui viennent en plateau, il vous dirait oui ou pas? Je suis sûre qu'il dirait oui, bien sûr. Il adore ça, il adorerait ça, pourquoi pas? J'ai pas eu l'idée, mais vous me donnez une bonne idée, Gilles. Est-ce qu'il a lu, lui qui a perdu son papa, il en a parlé publiquement, c'est pour ça que je me permets d'en parler, et puis il avait un attachement, son père était médecin, Absolument. Avait eu peur pour lui quand il a vu ce que devenait son fils. Est-ce que vous avez parlé de ce lien? Est-ce qu'il a lu votre livre? Je lui ai remis il y a la semaine dernière. Mais parce que ça peut le toucher dans ce qu'il a vécu par rapport à vos choix. Je lui ai remis la semaine dernière, j'espère qu'il le lira, et j'espère que ça le touchera. Vous n'avez pas eu de retour? Pas encore, il n'a pas encore lu. Il a des journées très très occupées, il a beaucoup de tournages, mais je suis sûre qu'il va le lire et qu'il va être touché par cette histoire. Quel rapport vous avez avec lui? Parce que souvent, quand on parle de vous, des fois dans nos entourages, on dit elle a du courage, il lui parle mal. Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air d'être une victime?
Ah non, mais Non, vous êtes mais incroyable. je parle à l'antenne. C'est-à-dire que, est-ce que c'est des rôles, et puis évidemment, le grand public n'a pas la coulisse. Des fois, moi, je suis très taquin avec Valérie ou avec Christine, et les gens se rendent pas compte qu'en fait, c'est un jeu qu'on a tous les deux avec Christine et autres pour animer l'antenne, et que voilà. En fait, est-ce que vous avez ce rôle-là aussi avec lui? Non, moi, j'ai aucun rôle. D'accord. J'ai aucun rôle. Personne n'a aucun rôle. Vraiment, je le martèle, je le répète, parce que j'ai l'impression que ça a du mal à rentrer dans les têtes des gens. Moi, c'est une émission, maintenant j'y suis depuis 7 ans, je dis toujours ce que je pense, avec sincérité. Je peux me tromper, mais encore une fois, voilà, on n'a pas la science infuse. Mais le rôle modèle d'une émission, de dire... ça marque aussi la relation, la façon dont parfois on s'adresse à vous dans l'émission, oui. On rejette ce que vous êtes... À l'époque où on parle de bienveillance, de rapport humain, etc., c'est quand même fort de voir ces séquences-là en direct à la télévision. Oui, l'impact que ça peut avoir sur la société. Non, mais je comprends que ça puisse heurter et tout ça. Mais en fait, pour moi, c'est une sorte de dîner de famille. Et parfois, on se bastonne et parfois, ça dérape. Moi, j'ai déjà fait des dîners de famille où on parlait politique. Et à la fin, en fait, c'est pas qu'on s'insultait, mais on se parlait très mal. Parce qu'on n'était pas d'accord, parce que c'était clivant, parce que c'était... c'était source de conflit, et même limite après on boude pendant une semaine. Ça, je veux dire, c'est ça pour moi. C'est une sorte de dîner de famille, et parfois il y a des thèmes épidermiques où on reproche à une telle de faire ça et pas un tel, où il y a parfois peut-être même du ressentiment, de la colère et tout ça. C'est ça. Et après, en fait, c'est la famille, je vous aime et je vous hais en même temps, en fait. Et après, on se dispute. Mais après, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de ressentiment. Mais le public, il n'a pas ce recul pour comprendre cette lecture, parfois. Moi, oui, à la fois, il revient, donc je me dis qu'il a le recul. Oui. Je voulais savoir ce que Géraldine Maillet allait faire le 1er mars 2025. Oula. Alors déjà, 1er mars 2025, je vais avoir 53 ans. Vous voyez pourquoi je vous pose cette question? Non, vous n'avez pas percuté, je le vois dans votre regard. Non, dites-moi. C'est la fin de C8, logiquement. Oh, bien sûr, j'y crois pas. Non, c'est pas vrai, c'est un cauchemar. Mais oui, je sais pas. Vous n'aviez pas percuté, ça veut dire que c'est même pas dans votre tête et dans votre agenda. Je l'ai pas intégré. J'aurais dû le formuler comme ça. Comment vous imaginez la fin? Ah oui. Déjà une année en plus, déjà c'est dur, ça pique. Et non, écoutez, oui, effectivement, c'est la fin de C8. En tout cas, c'est ce qui a été décidé de manière un peu injuste et même complètement injuste et arbitraire, presque limite autoritaire. Je ne sais pas, Gilles. Franchement, je n'ai aucune espèce de visibilité. Comment vous avez appris la nouvelle et comment vous je l'ai appris par cet été, comme tout le monde, avec une notification sur mon téléphone. Et après, j'ai appelé tout de suite ma meilleure amie Valérie Benaïm, mon pote Guillaume Janton, et on s'est dit quoi, comment. Et puis après, j'ai envoyé un SMS à Cyril. Et voilà, on va voir. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais vraiment, je n'en ai pas la moindre idée. Ça peut vous manquer, l'antenne, ou pas? Est-ce que l'antenne est une drogue? Moi, ce qui va me manquer... oui, bien... Enfin, je pense pas que ce soit une drogue, mais c'est... Moi, je trouve qu'on a beaucoup de chance d'être à l'antenne tous les soirs, en direct, de dire ce qu'on pense sur des sujets de société. J'avais écrit il y a quelques années un bouquin qui s'appelait Prime Time, où je parlais de la télévision. Et moi, je pense que la télévision, c'est une fenêtre sur le monde. C'est une fenêtre sur la société qui nous entoure. Et tous les soirs, on parle du monde qui nous entoure. Par exemple, la santé, je sais pas... Mais vous verriez faire un docu sur... Il y en a eu un sur Cyril Hanouna qui était remarquable. Vous aviez aimé, hein? Oui, mais sur le monde de la santé, sur toutes ces coulisses que vous racontez, qui sont différentes. Oui, je pense que ce serait une bonne idée. Mais peut-être que je vais faire ça. Alors, si TPMP s'arrête. Mais je ne peux pas croire que TPMP s'arrête. Un enquête de complément sur les médecins qui est devenu Jacques Cardoz. Jacques, il va très bien. Il était à la soirée d'inauguration de mon livre, il était en pleine forme, il était bronzé, il était magnifique. Mais on ne le voit plus. Mais invitez-le. Ah, moi, je vais lui demander. Vous êtes trop forte. Elle signe Géraldine Maillet. C'est ma minuscule. Je le montre à l'écran. Livre tendre. Ça vous a plu alors? Ouais. Oui, absolument. Mais ce qui était très drôle, et c'est ce qu'on s'est dit en antenne, moi, ce qui m'a plu, c'est la façon dont vous parlez de doit-on à tout prix rester en vie, même dans un état un vrai différent. Sujet philosophique. Hein. D'ailleurs, les députés et les sénateurs vont se pencher dessus. Sur la fin de vie. On vieillit comment et dans quel état? C'est quoi votre position sur la fin de vie? Franchement, tous les jours, je change. Et même au sein des familles, vous voyez, typiquement, au sein des familles, on débat, on n'est pas d'accord, et c'est source de conflits. Vous avez fait le choix. Vous avez laissé votre grand-mère en vie. Moi, oui. Donc voilà. Moi, oui, mais je ne suis pas la seule à décider.
Merci beaucoup Géraldine Maillet Merci pour votre présence ce matin, ma minuscule aux éditions HarperCollins, et puis bonne émission, bonne continuation. Merci et on beaucoup. surveillera ce qui se passera au lendemain du 1er mars 2025. Oui, je reviendrai peut-être. Et ben nous, dans un instant, on va retrouver nos débatteurs, on va parler d'actualité beaucoup moins tendre, on va parler de fiscalité, qui doit payer pour rembourser les dettes abyssales de l'État avec nos débatteurs. Et moi, je voulais juste vous remercier pour cette semaine, comme d'habitude. Idyllique. Vous avez été formidable et j'étais très content d'être avec vous. Mais je suis évidemment content de retrouver Valérie qu'on Expert, embrasse, qui va être beaucoup plus bronzée que moi lundi. Je vais peut-être mettre un peu de fond de teint. Ben non. Non, mais je rigole. Allez, on se retrouve. Merci Gilles, et on se retrouve dans un instant pour les débats. Tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.